Est-ce que si vous dites cela, c'est parce que, et je l'ai découvert avec une forme d'étonnement, je dois le dire, parce que Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, désormais elle est surtout soutenue par la France Insoumise, eh bien, a déclaré, c'était chez nos confrères de France Inter, qu'elle vous avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que vous défendez le Nouveau Front Populaire, c'est pour retourner au Quai d'Orsay? En effet, et j'ai refusé. Et vous avez refusé? Et j'ai refusé, oui, le jour même où elle me l'a proposé et que d'autres me l'avaient proposé au Nouveau Front Populaire. Les choses sont très claires. Vous êtes devenu l'égérie de la gauche radicale? Non, la preuve. Ouais. Si on vous le demande quand même, c'est assez étonnant, non? D'autres me le demandent aussi. Le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est la méthode. Dominique de Villepin, je voudrais vous entendre sur la politique nationale. Après la motion de censure adoptée contre le gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, peut-être mardi, puisque demain les consultations continuent à l'Élysée. À votre place, vendredi, précisément à votre place sur ce même plateau, un autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, disait que la France n'était pas loin, je cite, d'une crise de régime. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, vous connaissez les institutions de la Ve République. Est-ce qu'il dit vrai, Édouard Philippe, est-ce qu'on est proche d'une crise de régime? C'est malheureusement le risque que nous courons. Il y a dans notre pays des fractures sociales, des fractures territoriales, des fractures identitaires, et il y a grossissante une fracture démocratique qui se nourrit du sentiment d'une déconnexion de la classe politique, d'une déconnexion du président de la République avec la réalité vécue par les Français, auquel s'ajoute le sentiment d'une impuissance politique et publique. Ça, c'est terrible pour notre démocratie. Et à cela s'ajoutent des risques immédiats auxquels nous devons faire face. Et c'est en ça qu'il y a urgence. Il y a un risque politique de blocage, nous le voyons bien. Cela fait des mois et des mois qu'un gouvernement s'essaye et les choses n'ont pas progressé. Il y a un risque financier. Il suffit de regarder les marchés, l'évolution des taux d'intérêt. Les choses sont encore contrôlées. Il y a un risque économique et celui-là me paraît majeur aujourd'hui, avec la menace d'une récession pour notre pays, une situation de croissance de l'Europe extrêmement fragile, beaucoup de plans sociaux, des entreprises qui sont désorientées, qui n'investissent plus. Donc nous voyons bien qu'il y a urgence à agir face à ce malheur français. Eh bien, il y a un devoir français qui est celui de créer les conditions du sursaut. Mais dans un instant, je vous interrogerai sur les clés que vous proposez pour sortir de ce blocage. Mais juste avant, sur la déconnexion que vous évoquez du président de la République, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Déconnexion démocratique, c'est-à-dire qu'aurait dû faire Emmanuel Macron qu'il n'a pas fait depuis cet été et depuis la dissolution qu'il a décidé le 9 juin? D'abord, on peut faire une erreur dans la vie, mais il faut essayer d'en tirer les leçons. Ouais. Là, le président a perdu une première élection. L'élection européenne, qui a été un désaveu et qui est apparu comme tel aux yeux de tout le monde. Et à partir de là, il a décidé d'une dissolution qui a marqué un deuxième désaveu. Et puis, il a, dans des conditions qui sont à mon avis éminemment critiquables, décidé de former un gouvernement, de choisir un Premier ministre à partir du parti qui est arrivé en dernier à ces élections législatives. Et là, il vient de subir, avec la chute de Michel Barnier, un troisième désaveu. Quand on est président de la République, on se soucie qu'il n'y ait pas trop de désaveux, parce que c'est sa propre fonction qu'il met en jeu. On voit bien qu'un certain nombre de partis réclament aujourd'hui le départ du président. Je ne suis pas du tout favorable à de telles demandes, de telles stratégies, parce que je crois que la stabilité de nos institutions, le respect... Donc vous ne faites pas partie de ceux, il y a à la France Insoumise aussi des gens de votre famille politique, Jean-François Copé, David Lisnard, le maire de Cannes, qui disent la seule solution au déblocage institutionnel... Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas ma famille politique, celle dont vous parlez. Je ne suis pas membre... Disons que le courant d'idées dans lequel vous vous inscrivez... Non, le seul courant d'idées que je revendique, c'est le courant gaulliste. Et à ma connaissance, ce n'est pas le cas de je ne crois pas que Jean-François Copé ait dit qu'il n'était pas gaulliste, mais... Non, mais enfin bon, c'est pas ma famille politique. En tout cas, donc vous ne défendez pas l'idée d'un départ anticipé du président de la République. Je ne défends pas l'idée d'un départ, mais par contre, je constate que le président est dans une position de plus en plus fragile. Le président ne peut pas jouer avec la montre comme s'il était encore maître des horloges. Aujourd'hui, il y a un devoir pour le président de la République, qui est celui de faire en sorte que le pays puisse être gouverné. Alors, quelle solution? Parce que le constat, Dominique de Villepin, il est sévère, il peut être partagé par telle ou telle force politique. Comment débloquer la situation institutionnelle? Alors, la première chose,
pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ses différents désaveux, c'est plus que jamais d'être l'arbitre et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, alors il faut nous expliquer la nuance. Là, eh bien, la nuance, c'est que le président nomme, mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Si la première force qui arrive en tête, en l'occurrence le nouveau Front populaire, n'est pas capable, et dans l'équation politique qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin, je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perdre de temps. Mais Dominique de Villepin... Monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste, Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, c'est 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés que Michel Barnier ne réussissait à le faire? Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi à élargir sa majorité. Il s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons. Et donc, à partir de là, on constatera que, eh bien, LFI, le Parti socialiste, les Verts ne sont pas capables, les communistes ne sont pas capables de constituer ce gouvernement. Et donc, un certain nombre de ces mouvements seront davantage libres de la possibilité de travailler avec d'autres. Mais il faut faire ça en séquence, en respectant les temps. Donc vous redites ce soir, c'est important, Dominique de Villepin, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Emmanuel Macron devrait, s'il respectait la lettre des institutions, nommer un Premier ministre ou une Première ministre issu du nouveau Front populaire. Ce soir, ce que je vous dis, c'est que le président doit agir avec méthode. Le président, s'il refait ce qu'il a fait une première fois avec Michel Barnier, aura le même résultat. On ne peut pas jeter l'anathème sur de quelconque parti politique dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir travailler de façon à ce que, au fil des premiers ministres pressentis, il y ait la possibilité d'inclure de nouvelles forces. Est-ce que si vous dites cela, c'est parce que, et je l'ai découvert avec une forme d'étonnement, je dois le dire, parce que Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, désormais elle est surtout soutenue par la France Insoumise, eh bien, a déclaré, c'était chez nos confrères de France Inter, qu'elle vous avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que vous défendez le nouveau Front populaire? C'est pour retourner au Quai d'Orsay? En effet, et j'ai refusé. Et vous avez refusé? Et j'ai refusé, oui, le jour même où elle me l'a proposé et que d'autres me l'avaient proposé au nouveau Front populaire. Les choses sont très claires. Vous êtes devenu l'égérie de la gauche radicale? Non, la preuve. Si on vous le demande quand même, c'est assez étonnant, non? D'autres me le demandent aussi. Le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est la méthode. Si vous répétez toujours la même erreur en gérant l'équation politique de la même façon, vous n'élargirez pas vos capacités. Et le président se verra éternellement reprocher de faire du surplace. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'affaiblissement de la fonction présidentielle, l'affaiblissement de nos institutions. Et c'est en ça que je sens monter une colère et une rage dans le pays qui, effectivement, se pose la question de savoir où nous allons. Non mais donc, Dominique de Villepin, pour vous, Lucie Castet, c'est mieux, par exemple, que François Bayrou, qui semble être celui qui tient la corde aujourd'hui. Vous êtes à peu près de la même génération politique que lui, François Bayrou. Oui, tout à fait. Nous avons souvent travaillé ensemble. Un bon choix. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou. Le président
quelle que soit la méthode qu'il choisisse, doit avoir en permanence le souci d'élargir les possibilités. Donc, à lui, c'est lui qui conduit les négociations, mais ma conviction, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Oui. Il y a un scénario présidentiel dans lequel c'est le président qui choisit. Il y a un scénario parlementaire dans lequel, en fonction des rapports de force, c'est les représentants des différentes forces au Parlement qui recherchent une majorité. Le président agit en quelque sorte, comme on le dit en rugby, en demi de mêlée. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le ballon toujours à la même équipe. Oui. Le résultat, c'est que les choses n'avancent pas. Mais donc vous défendez la nomination de Lucie Castet. Ce que je défends, c'est que le président fasse preuve d'un peu d'imagination. Mais c'est-à-dire, pardon Dominique de Villepin, mais on est dans des positions qui sont différentes. Moi j'interroge, vous répondez, mais il y a un peu de facilité à dire la fonction présidentielle est affaiblie, il y a un risque, il faut que le président ait de l'imagination. Concrètement, vous seriez à l'Élysée, qu'est-ce que vous feriez et qui vous décideriez de nommer? La donne parlementaire, on la connaît. J'aurais décidé, au lendemain de la dissolution et des législatives, j'aurais décidé de confier à la première force arrivée en tête. Donc à Lucie Castet. À Lucie Castet, et je n'en serais pas là, parce que si Lucie Castet était tombée au bout de 3 jours ou n'avait pas pu former un gouvernement, eh bien nous aurions pu évoluer considérablement et il y aurait aujourd'hui sur la table des possibilités qui n'existent pas aujourd'hui. Donc le président, aujourd'hui, n'est mu que par une seule ambition, qui est de défendre son bilan. C'est l'agenda caché du président. Ceci crée une hypothèque sur la vie politique qui rend les marges de manœuvre extraordinairement limitées. Le résultat, c'est que comme il n'y a plus de jeu politique possible, eh bien c'est le président. On joue plus le ballon, on joue le président. On joue le bonhomme. Et ça, c'est dangereux pour nos institutions. C'est pour ça que je suis pour que le président choisisse non pas l'option présidentielle, mais l'option parlementaire. Vous avez été à Sciences Po, donc vous le savez. La Ve République est grosse de plusieurs régimes. Alfred Grosser. À partir de là, on est dans un scénario parlementaire. On fait en sorte donc que le président donne la balle à l'Assemblée nationale, à charge pour les forces politiques de l'Assemblée nationale de déterminer le groupe capable d'obtenir la majorité la plus large. Le président, il reste à l'Élysée sur son Aventin et il se mobilise pour essayer. Il y a quelque chose qui me frappe de défendre davantage les Français. De Villepin, il y a quelque chose qui me frappe. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, visiblement, donc les 2 seules personnes qui défendent encore la nomination de Lucie Castet, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous. Ça, moi, je ne défends pas la Lucie. C'est assez singulier. Non, je ne défends absolument pas. Vous dites, je l'aurais nommé cet été. Non, mais cet été, oui. Cet été, oui. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il appartient aux différentes forces de la gauche et du centre de s'entendre. Il y a une hypothèse aujourd'hui, parce que les choses ont malgré tout un tout petit peu bougé. On le voit avec les positions prises par Olivier Faure, et par le Parti socialiste. Les positions prises par François Bayrou. Il y a, semble-t-il, une petite huile nouvelle qui fait que les lignes sont censées évoluer. Utilisons cela. Ce que je dis, c'est que il faut une méthode. Il ne faut pas faire du surplace. Il ne faut pas d'anathème. Un dernier mot avec vous, Dominique de Villepin. Si on écoute les oppositions, le chaos politique, il est surtout dû aux conséquences de la dissolution décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Je rappelle que vous êtes l'un des artisans de la dissolution de 1997. À l'époque, vous étiez secrétaire général de l'Élysée auprès de Jacques Chirac, une dissolution qui avait permis à Lionel Jospin, du Parti socialiste, de gagner les élections et d'arriver à Matignon. Est-ce que vous êtes content de voir que quelqu'un a réussi à faire encore pire que vous en 1997 ? Oui, la dissolution de 97 n'avait rien à voir. C'est une décision qui a été prise par Alain Juppé. Il y a un très bon reportage qui a été fait qui l'éclaire, par Alain Juppé et le président de la République. Nous n'étions absolument pas dans la même configuration politique. Absolument pas. Mais ça montre bien que les dissolutions, sont rarement. Ça fait partie. Mis à part celle de 62. Ça fait partie des outils. Font rarement des étincelles sous la Ve République. Ça fait partie des outils présidentiels. Donc, ce sont des options. Elles sont effectivement, et il faut en retenir la leçon, à utiliser avec prudence. Mais il n'y a pas que la responsabilité du président. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a la responsabilité du président. Mais aujourd'hui, le grand drame français, il est économique et financier, social également. Et c'est toute une politique économique qui a échoué tout au long des dernières années. Et cette politique économique, elle a dépensé les deniers de l'État sans compter et sans prendre en compte l'exigence fondamentale de toute économie, qui est d'investir dans l'avenir, d'investir dans les technologies, d'investir dans la transition verte. Et ça, c'est aujourd'hui ce que nous devons être capables de faire, tout en appliquant la règle de rigueur et de sérieux financier. Et c'est donc pas... Et vous avez le sentiment que la rigueur et le sérieux financier est porté aujourd'hui par le nouveau Front populaire ? J'ai le sentiment que ce qui vient de se passer dans les derniers mois nous enferme dans des logiques comptables. Et c'est en ça que la politique,
c'est de dégager des marges de manœuvre, d'avoir un certain nombre d'idées et de stratégies pour le faire. Donc, essayons de tirer au moins les leçons du passé. C'est malheureusement le défaut du président de la République que de ne pas suffisamment tirer les leçons de ses erreurs. Et vous êtes disponible si on vous appelle dans les jours qui viennent ? Le sujet ne se pose pas, monsieur Duhamel. Ah bah, il pourrait se poser puisque Lucie Castet vous l'a proposé. Donc Mais j'ai répondu non.